Chers amis, les jours passent et il reste désormais peu de temps pour tirer d'affaire TVL. À l'heure où je vous parle, il manque encore plus de 150 000 € pour que nous puissions assurer notre mission d'information jusqu'à la fin de l'année 2026. Beaucoup d'entre vous ont déjà répondu à notre appel et je tiens à les en remercier sincèrement. Mais malheureusement, le compte n'y est pas encore. La mobilisation doit donc se maintenir et même s'amplifier. Parmi vous, ceux qui ont la possibilité d'aider et soutenir TVL doivent le faire pour assurer non seulement la survie de notre média, mais surtout son indépendance totale. C'est la clé du pacte de confiance qui nous lie. Nous devons pouvoir compter sur vous pour fournir une information honnête, une information libérée du pouvoir financier, des oligarques, des milliardaires ou même des millionnaires, des puissances étrangères. Et tout cela implique que chaque téléspectateur de TV Liberté se sente un peu responsable de sa chaîne. Avec plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, près de 10 millions de vues par mois, il suffirait que chacun s'en remette non pas à son voisin pour financer les programmes qu'il regarde, mais donne à sa mesure. Et je vous le dis, il n'y a pas de petits gestes. Chaque don à TV Liberté compte et nous permet de peser dans le débat public. Alors dès à présent, faites un don à TV Liberté pour défendre votre droit d'être informé. Chaque don à TVL est déductible à 66% de vos impôts et vous coûtera donc le tiers de la somme versée. Et je compte vraiment sur vous. Bonjour, chers téléspectateurs. Ni Patrick Luzinski, ni Olivier François ne sont là aujourd'hui. Je les remplace ponctuellement. Ils seront là dans 2 mois, de retour. Alors, bienvenue dans cette année-là avec Daoud Bouguezala, que vous connaissez, Rodolphe Carte et Anthony Marinier. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et nous allons revenir, c'est le principe de cette émission, cette année-là, nous allons revenir à l'année 1980 avec une couverture d'éléments, le droit à la différence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en cette année 1980 ? Beaucoup de choses. C'est un grand millésime. Il y a l'élection, non pas de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais de Ronald Reagan, Ronnie pour les intimes, showman lui aussi, entrepreneur de spectacle. C'est aussi le début 80 du crépuscule de l'Union soviétique. L'invasion de l'Afghanistan commençait 1 an plus tôt, se déploie pleinement, donc en an 80. Les Américains commencent à financer, paradoxalement, la rébellion anticommuniste des Moudjahidines, des Carter, à dire vrai. Ils ne sont pas les seuls, il y a les Saoudiens, les Pakistanais, etc. Et on retrouvera tous ces acteurs 20 ans plus tard, le 11 septembre 2001. Crépuscule du monde soviétique, pourquoi ? Parce que 80, c'est aussi la naissance du syndicat Solidarność de Lech Walesa. Je prononce un énorme caillou dans la chaussure usée de la gérontocratie soviétique. C'est aussi le boycott des Jeux Olympiques, c'est le crépuscule du giscardisme, l'assassinat de John Lennon, etc. Et c'est également l'avènement du jeu vidéo grand public avec Pac-Man. Mais c'est aussi, 1980, l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, où il y a 4 morts et une dizaine de blessés. C'est en novembre 1980. Et on a accusé la Nouvelle Droite d'être derrière cet attentat. Énorme manip de Jean-Pierre Chevènement, pardonnez-moi Rodolphe Carte, les souverainistes sont aussi à Bernard-Henri Lévy. On a inventé la thèse du climat. La Nouvelle Droite aurait inventé un climat antisémite parce qu'elle contrôlait le Figaro Magazine via Louis Poels et Alain de Benoît. En fin 79, et c'est pour ça qu'on a fait ce numéro-là à l'époque, en fin 79, le colloque du Grèce, je crois que c'est le 14e, a été violemment attaqué à coups de barre de fer. Et on a fait ce numéro pour essayer de montrer que nous n'étions pas les vilains racistes que nos ennemis, à quoi nous renvoyaient nos ennemis. Pardon, j'en bégayais. Donc c'est un éloge du droit à la différence. Et donc qu'est-ce que c'est que ce droit à la différence, Daoud, pour vous? Est-ce que c'est le cœur de la pensée de la Nouvelle Droite, ce qu'on appelle le différentialisme, la critique de l'universalisme? J'ai vu que tout récemment, le bouquin de Guillaume Fay, qui est génial, Le système a tué les peuples, était réédité en français par une maison italienne, oui. Et pas par la Nouvelle Librairie, ce qui est un peu dommage, on aurait dû aller un peu plus vite qu'eux. Est-ce que c'est tout ça, la Nouvelle Droite? C'est la raison pour laquelle elle a été attaquée en fin 79 et en 1980. C'est le chant du cygne de la première époque de la Nouvelle Droite, puisqu'elle était à l'époque toute puissante. Le colloque, c'était 1500 personnes. Il y avait quantité d'intellectuels qui étaient agrégés à ce
courant de pensée qui est en plein essor. De Benoît était publié chez Albin Michel. Enfin, Guillaume Fay commençait à percer. Est-ce que c'est cette nouvelle droite, vous en avez la nostalgie? On a tous la nostalgie de temps qu'on n'a pas connu. Mais oui, vous avez raison, il faut replacer les choses dans leur contexte. 80, on est à quelques mois de la grande alternance de 80, en fait, qui sera les dividendes de la gauche culturelle va enfin toucher, en fait, avec l'arrivée à l'Élysée de Mitterrand. Et effectivement, on va arriver à un paradoxe, c'est que la droite culturelle à l'époque était probablement, d'une certaine manière, beaucoup plus puissante ou installée dans certains pôles qu'aujourd'hui. Et en même temps, la gauche va arriver au pouvoir avec la désillusion qu'on connaît, ouvrir les vannes de l'immigration. Et pour revenir à votre question, le droit à la différence, on va le lire à l'aune de ce qui va se passer. C'est-à-dire que 40 ans, 45 ans après, on voit bien à quel point le contexte a changé. Il se trouve qu'en ce moment, je fais pas mal de terrains de reportage en banlieue. Je vois à quel point les notions d'autochtonie, de droit du sol, de droit du sang sont pensées à nouveau frais, où aujourd'hui, en fait, le droit du sol est devenu tellement dominant que finalement, à la manière des Américains par rapport aux autochtones, en fait, certains vous disent, comme le maire de Saint-Denis, les autochtones, c'est nous, que les gentrificateurs, sous-entendus blancs, européens, ne nous envahissent pas, on est chez nous, voilà. Donc effectivement, le droit à la différence, qui est un thème qui a été récupéré en partie d'ailleurs par SOS Racisme, ironie de l'histoire, les multiculturalistes, il faut pas le détacher de son contexte d'application. Ça signifie pas que la France doit devenir une espèce de mosaïque ou un hall de gare ouverte à toutes les identités, en fait, sauf à son identité culturelle. Alain de Benoît, qui est parfois caricaturé, y compris à droite, le droit d'aînesse culturel, le droit autochtonie, l'enracinement, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est quelque chose qui est central dans sa pensée, ce qui n'empêche pas, lorsqu'on a une identité bien construite, bien consciente d'elle-même, de s'ouvrir aux autres en tant qu'autre, de respecter l'altérité. Il ne s'agit pas de parler à des grandes civilisations comme l'Inde, l'Iran, le monde arabe, en voulant les transformer, les arraisonner. Ça entre aussi dans ce contexte-là, la critique de la nouvelle droite, de l'occidentalisme, du capitalisme, de la mondialisation uniformisatrice. Oui, mais c'est une chose, l'éloge, parce que ça restait quand même un discours théorique dans les années 80, ça allait beaucoup moins avec l'emballement migratoire. C'est une chose de respecter, de prendre à contre-pied, au fond, le bouquin de Huntington sur le choc des civilisations. Simplement, ce choc, aujourd'hui, c'est au pied des barres d'immeubles. C'est pas aux antipodes, c'est pas au Moyen-Orient, c'est pas dans les zones tribales. Et qu'est-ce que pour vous, Rodolphe Carte, ça, alors je rappelle toujours que vous êtes l'auteur de Mélenchon, édition augmentée, mais aussi à nos auditeurs et spectateurs, c'est un bouquin qui est passionnant sur la nouvelle droite. C'est la première histoire, la première synthèse sur le courant de pensée. Le sujet du jour, vous le retrouverez en grande partie évoqué dans le livre La Nouvelle Droite de François Dambelin aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors je reviens à vous, Rodolphe. Ce différentialisme, vous le faites vôtre. Vous avez une position à la fois un pied dans la Nouvelle Droite et puis un pied en dehors de la Nouvelle Droite, puisque vous êtes un souverainiste revendiqué, affiché, vos livres en font état, vos interventions publiques aussi. Comment vous situez, vous, par rapport à... pour moi, c'est vraiment le cœur nucléaire de la Nouvelle Droite. C'est le monde comme mosaïque, le monde comme différence. Est-ce que vous faites vôtre cette grille de lecture Absolument. Et pour le coup, pour prendre un peu une posture provocatrice, aujourd'hui, par exemple, un parti politique qui peut revendiquer ce droit à la différence, c'est justement la France insoumise. François, vous avez fait le panorama à l'époque de la puissance justement du Grèce. Aujourd'hui, via l'Institut de la Boétie, c'est la France insoumise qui est dans cette posture de proposition d'idées. Et justement, Daoud mentionnait très bien la bascule du moment des SOS Racisme. On se souvient notamment des travaux de Paul Lyonnais, Voyage au cœur du centre du centre, voilà, exactement. Réédité par l'Artilleur. Voilà, exactement. Et qui revenait justement sur cette culpabilisation mise en place, alors pilotée depuis l'Élysée des SOS Racisme, où en fait il fallait apprendre aux Français historiques que leur histoire c'était deux choses, la colonisation et la collaboration. Et donc il fallait se mettre en retrait au nom d'un universalisme. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, notamment à travers les études qu'on a fait dans Éléments, des mouvements des indigènes de la République ou ce genre de choses, qu'il y avait un retour de l'identitaire aussi de ces populations qui sont là, comme l'a très bien dit aussi Daoud, depuis un certain temps aussi. Ils ne sont pas arrivés hier. C'est souvent la deuxième, la troisième génération qui va revendiquer ce droit à la différence. Et aujourd'hui, ça fait qu'on en arrive à cette situation
où il y a 2 meetings politiques aujourd'hui où on peut crier on est chez nous, c'est les meetings de la France Insoumise et les meetings du Rassemblement National. Et là, ça nous oblige un peu à changer la focale, parce qu'évidemment, nous, notre diversité, elle est interne, c'est la diversité des régions, c'est la diversité des peuples qui composent le peuple français, les Basques, etc., ou même les peuples européens, si on ouvre un peu la focale. Mais là, on voit qu'il y a des enjeux qui sont différents. Et d'ailleurs, on le voit avec ces nouvelles municipalités France Insoumise, c'est des hybrides, parce que eux se considèrent chez eux ici. Alors, il y a toujours ce dilemme psychique que vous évoquez, François, dans votre livre Salle Blanc, Oui. parce que il y a quand même toujours des retours au bled l'été, il y a toujours des liens outre-Atlantique, ou en tout cas outre-Méditerranée, plutôt outre-Méditerranée, qui les posent dans une posture identitaire parfois un peu difficile aussi. Mais là, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer aussi, parce que cette nouvelle gauche ne se revendique pas, ou en tout cas est en sécession avec la gauche universaliste type Terra Nova, ou type justement SOS Racisme. Voir François Ruffin. Voir François Ruffin. Paternaliste, quasi raciste. Et pour finir mon propos, je dirais que peut-être le livre le plus intéressant ici de Samuel Huntington, c'est pas le choc des civilisations, mais c'est Qui sommes-nous ? C'est son chef-d'œuvre. Parce que qui sommes-nous ? Justement, Huntington pose la question du devenir de la nation américaine lorsque la population WASP, dite blanche d'origine européenne, deviendra minoritaire sur sa terre. Et ça, on voit à quel point aujourd'hui c'est quelque chose qui justement aussi nous presse en France et plus largement en Europe. Ça devrait vous séduire, parce que ce livre-là de Samuel Huntington est un livre vraiment de souverainiste américain. Bien sûr. Souverainiste et identitaire, mais l'identité qu'il défend, elle n'est pas ethnique, hein, elle est culturelle, c'est les WASP. Hein. Une question, Anthony Marinier, sur est-ce que ce droit à la différence que nous portons, je veux dire, auquel nous adhérons, parce que on rêve, enfin c'est pas qu'on rêve, on aime la polyphonie du monde, hein, des cultures, des êtres, hein. Est-ce qu'il ne se retourne pas finalement contre nous, ce droit à la différence, quand il se déploie sur une terre européenne, hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour la gauche et pour l'extrême centre, il n'y a pas de peuple historique européen, ça n'existe pas. Uniquement, il existe quand il faut taper dessus. Comme vous l'avez rappelé, il est collabo, il est colon. Sinon, en dehors de ça, il n'existe pas. Et donc, le droit à la différence, c'est pour les peuples nouvellement arrivés. Eux, ils ont le droit de revendiquer leur différence. Venez comme vous êtes, comme le dit c'est bien McDonald's. Mais pour le français autochtone et indigène, et pour l'européen de souche, ça n'existe pas. J'ajouterais, on parle d'ethnodifferentialisme, de la nouvelle droite, etc., que je pense que ça se concrétise aujourd'hui à travers, et je reviens sur la précédente émission qu'on a faite ensemble, ça se concrétise dans la rémigration. Pour moi, il y a vraiment une continuité du travail de la nouvelle droite avec l'ethnodifferentialisme qui aujourd'hui se concrétise intellectuellement et politiquement à travers la rémigration. Et dernière chose, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de critiquer ou en tout cas de remettre en cause un certain capitalisme unificateur. Vraiment, c'est quelque chose qui a été porté il y a très très longtemps par la nouvelle droite et qui l'est toujours. Et on ne peut pas envisager la remigration ou on ne peut pas se dire ethno-différentialiste si dans le même temps on ne fait pas la critique de ce capitalisme et de ce libéralisme qui sont à raseur des différences. Si on va être cohérent, oui. C'est l'idéologie du même d'Alain de Benoît, son petit livre qui revient là-dessus. Et d'ailleurs, le sous-titre est intéressant parce que c'est contre tous les totalitarismes. Donc le totalitarisme marchand, le totalitarisme... Donc déjà, on voit que Élément était en avance. Et j'ai envie de dire que ça recoupe aussi un autre dossier qu'on avait mené, c'est les travaux sur la démographie. Parce que justement, on sait qu'une partie du patronat appuie justement pour avoir une partie de cette immigration. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs Anthony qui avait fait l'article sur cette étude de 2 Américains qui montrait que les peuples européens de l'Ouest sont confrontés à un trilemme. C'est de faire correspondre, on va dire, continuité ethnique ou historique, maintien de la démographie ou de la fécondité, et aussi du système d'accueil, d'immigration, etc., etc., et qu'il faudra faire un choix. Et on a aujourd'hui, par exemple, des modèles comme au Japon où on accepte d'avoir une relative stagnation. Je ne parle pas de décroissance, mais en tout cas une relative stagnation avec un développement sur la robotique, le développement des IA, et avec une rupture avec l'arrivée d'immigration, même si on voit que ça bouge un tout petit peu, mais il suffit que ça bouge d'un iota au Japon pour que tout de suite, il y a des bons réflexes qui reviennent. Et aujourd'hui, on voit que c'est un des enjeux justement dans les années à venir de cette question démographique, migratoire et identitaire, c'est qu'il faut refonder des politiques familiales. Et là,
peut-être, je passerai la parole à Daoud là-dessus, parce que pour ce sujet sur la démographie, je me souviens que vous aviez fait un entretien avec Dumont qui revient énormément sur François Dumont, voilà, exactement, et qui expliquait qu'en réalité, une politique familiale, c'est pas une politique sociale. Et aujourd'hui, on a basculé dans une politique sociale de redistribution pour avoir ce système, excusez-moi du mot, un peu bâtard, immigro-consumériste, parce qu'on n'a même plus un modèle capitaliste de production où là, on fait venir des immigrés pour travailler. Aujourd'hui, on les fait venir pour consommer. C'est ce qui n'a absolument rien à voir. Parce qu'on a perdu en plus au passage l'outil productif en France à faveur de toutes les vagues de désindustrialisation. Mais là, on passe en revue toutes les défaites françaises et tous les facteurs de notre déshérence. Et je me souviens, puisqu'on cite notre guide suprême, d'un éditorial d'Alain de Benoît signé, je pense, Robert Dehert, qui se concluait par cette fameuse formule SOS Racine. Oui. Et effectivement, depuis 1980, on est passé dans des situations à l'époque impensables où les Européens, les Français a fortiori, sont minoritaires dans certains territoires très nettement, parfois comme la Seine-Saint-Denis, où en fait, il s'agit de protéger des minorités. Et effectivement, on parle de SOS Racine, c'est la seule racine qui est systématiquement dénigrée, niée, diabolisée. Et il y a un chiffre éloquent, puisqu'on citait LFI, qui s'est érigé en porte-drapeau de cette nouvelle France. Savez-vous, sur 12 députés de la Seine-Saint-Denis, combien y a-t-il de députés LFI ? Énormément. 12 sur 12. Ouais, 12, voilà. Ouais, 12. Comme chez moi, dans Lyon, il y en a 3. On est moins nombreux et ils sont tous RN. Hein. Dites Daoud, vous voulez travailler, je crois, sur Ouria Boutelja. Est-ce qu'on peut pas dire un mot, parce que c'est une figure qui nous intéresse, dont moi j'aime beaucoup le discours, à titre personnel, hein, à ceci près que je suis beaucoup plus ethno-différentialiste que vous. Daoud, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup Ouria Boutelja. Simplement, moi, ce qui m'embête, c'est qu'elle tient ce discours-là à la goutte d'or. Hein. Oui, voilà. Ce qui me dérange, c'est qu'elle le tient à Belleville, hein, outre que c'est une bobo, c'est une bourgeoise. Hein. Oui. Mais si elle le tenait dans la Casbah d'Alger, moi, je serais enchanté. C'est un discours identitaire, algérien, musulman, maghrébin, nord-africain. Alors c'est une question à vous trois là. Hein. Qu'est-ce que vous évoque cette figure ? Et puis également, comme c'était l'un de vous qui l'évoquait, la question de l'indigène, hein, de l'autochtone, de la continuité historique. C'était vous, Daoud. Hein. Il y a quand même un retournement du discours. Elle était indigène en Afrique, enfin ses parents étaient indigènes en Afrique ou ses grands-parents, mais en France c'est une occupante. Hein, moi je serais ravi de l'interroger. Hein. Je suis ravi. D'ailleurs, je lui ai demandé. Le lien n'est pas évident et la porte est toujours ouverte. Alain Benoît est très demandeur. Oui, mais, en tout cas de notre côté, du sien, j'en doute. Mais il y a eu une réponse. Non, justement, voilà. Okay. Donc on désespère de. Mais en fait, vous citez l'indigénat, je crois, et en fait, moi j'y vois une espèce d'allégorie du rapport de la France à l'Algérie, c'est-à-dire que c'est, comme dirait Truffaut, ni avec toi ni sans toi. C'est très bien d'exalter l'ethno-différentialisme. Si ça lui chante de critiquer la France, c'est là où son espèce de colère, d'être le côté atrabilaire, éternellement anti-français, etc. Je trouve pas ça très poli de le faire d'ici. C'est pas grave, il faut qu'elle s'en aille. Voilà. C'est un prélude au départ, c'est un prérequis à son retour à la remigration. Oui, mais c'est quand faut qu'elle soit cohérente. Hein. Je crois qu'elle est employée de l'Institut du monde arabe et je pense qu'elle aurait c'est une posture. Hein. Elle aurait moins de liberté en Algérie. Oui, mais enfin, tant qu'à faire, qu'elle y retourne. Hein. Mais vous, Rodolphe, je sais que le dernier bouquin d'Ouria Boutelja, Beaux et barbares, hein, vous avez intrigué. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Pour deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'elle osait parler aux petits blancs, que vous connaissez bien, François. Parce qu'elle, justement, dans cette culpabilisation des SOS racisme, elle prenait le contre-pied en disant, non, les petits blancs, ils ont aussi leur culture populaire. Alors, elle revenait sur cet enjeu identitaire, qui est aussi une question, Anthony travaille dessus à longueur de numéro, mais qui est une question aussi qui n'est pas facile. Je me souviens du bouquin de Nicolas Mathieu, c'était le prix Goncourt 2018, Leurs enfants après eux, si je ne me trompe pas, où il revenait sur le fait que ces cultures, on va dire, industrielles, blanches, populaires, par exemple, du nord de la France, à partir du moment, et d'ailleurs Daoud le mentionne très bien, on le voit qu'on est dans un état de crise parce que tout est relié. En réalité, la question économique, ce genre de choses, quand il n'y a plus la culture populaire, ça se détricote. Sauf que, et ça c'est peut-être un objet de travail pour toi Anthony dans les prochains numéros, on l'a vu avec la victoire en Coupe de France de Lens, où là on a eu une vraie ferveur populaire, aucune casse comme on va le connaître avec la
prochaine, ou en tout cas à chaque fois qu'on a des... On diffusera après, mais en Ouais, effet, il y aurait eu la finale entre PSG et Arsenal. En tout cas, moi qui étais l'année dernière sur place au moment de la célébration de cette victoire de la Ligue des Champions, j'ai vu comment ça évoluait en intérieur, c'était assez intéressant. Et le deuxième aspect, c'était sa proposition de Frexit décolonial. Ouais. Alors là, je revenais, j'avais fait, je me souviens, un article pour Éléments sur le site pour prendre cette question, qui était intéressante parce que c'était une position stratégique d'alliance, c'est-à-dire on a des intérêts qui peuvent s'opposer, mais par contre, sur cette question, et d'ailleurs comme on l'avait connu en 2005, où une partie... Rappelons beaufs et barbares, hein, Voilà, donc, exactement. Français périphériques et France des quartiers. Il Quoi. y avait cette proposition que sur un objet politique dépassionné, il puisse avoir un accord. Donc c'était quelque part intéressant, moi j'y croyais relativement peu, parce qu'en fait on s'est rendu compte, et elle revenait par exemple sur le fait que les banlieues avaient été absentes des Gilets jaunes, c'est qu'en réalité les intérêts matériels et culturels sont complètement différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce mélange quelque peu détonnant quand on voit justement des trans, ou en tout cas une partie de la communauté LGBT manœuvrer derrière ou à côté justement de populations qui leur sont relativement hostiles, en tout cas d'un point de vue idéologique. Relativement étant trop. Ouais. Mais par contre, il y a toujours cet intérêt matériel transversal sur lequel ils insistent beaucoup, qui est le mythe palestinien. Alors, jusqu'à quand il tiendra, enfin, cette réutilisation, on va dire, Mélenchon de ce mythe-là. Donc voilà, c'était les deux aspects assez intéressants d'Houria Boutelja. Mais par contre, dans l'article, je revenais en disant que c'était une main qui était tendue, mais en réalité, il n'y aura pas d'accord. Oui, pour revenir sur Houria Boutelja, alors effectivement, elle a des positions qu'on peut saluer et qu'on peut faire nôtre sur la critique de l'universalisme, etc. Sur l'alliance du beauf et du barbare, bon, c'est une vaste blague. C'est-à-dire que, comme vous l'avez bien dit, Rodolphe, ils ont des intérêts diamétralement opposés. Sur le palestinisme, les barbares, ok, les beaufs n'en ont strictement rien à faire. C'est plutôt la gauche urbaine. Et c'est plutôt la gauche bourgeoise. Diplômée mais déclassée, par contre, qui là a un écho, qui entre en écho avec ce discours de Mélenchon. Et de toute façon, il y a la question identitaire qui, de toute façon, met un fossé entre ces beaufs et ces barbares. C'est une évidence. Il y a quand même un rapport névrotique à l'Europe, j'ose pas dire à l'Occident, et à la France singulièrement, qui est celui de l'Algérie. C'est-à-dire que si ce pays n'est pas capable, ou un certain nombre de gens ne sont pas capables depuis 60 ans de se développer, etc., ça ne peut pas être éternellement à faute de la bataille d'Alger. C'est autre chose. Voyez, autre chose. Moi, j'en parle assez longuement. Le côté bouc émissaire et cette espèce de rivalité mimétique, en fait, je la trouve très occidentalisée dans sa haine. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme Édouard Saïd, c'est la limite. Est-ce que c'est pas non plus c'est pas le problème du reste du monde, hein, vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de l'Europe? C'est le ressentiment. Oui, puis il y a un ressentiment compulsif, une imitation compulsive, doublé de ce fond de ressentiment. Moi, avec sans doute une fascination inavouable. Ah, c'est le cœur de ressentiment, c'est ça. Oui, Boutelja citant souvent Pierre Vial. Oui, en particulier, comme quoi, donc, elle est bienvenue à Éléments. On fera un débat. Alors, Pierre Vial, il est toujours là, je veux dire, mais c'est à Terre et Peuple, mais ce sera entre Daoud Bouguezala. Puis moi, je serai l'indiscret de cet entretien, parce que j'aurai des questions à lui poser. Dernière question, messieurs, donc, on revient en 1980. Le droit à la différence, donc où Alain de Benoît, dans un article lumineux d'une dizaine de pages, on fait plus des papiers aussi longs aujourd'hui dans Éléments, mais vraiment lumineux, revient sur cette notion de différence. Simplement, quand il en parlait il y a 45 ans, c'était pour savoir si les peuples avaient le droit d'exister. Or, aujourd'hui, est-ce qu'ils vont survivre précisément à la pression migratoire qu'ils subissent, à la pression de la société libérale, de l'individualisme, de l'ouverture à tous azimuts, à tous les vents de la mondialisation? Peut-être voulez-vous commencer, Anthony, sur comment ce droit à différence, je l'ai dit au début, qui peut-être va se retourner contre nous, puisqu'on est le peuple qui n'a plus droit à afficher sa différence. Hein. Oui, c'est ça. Après, à Éléments, on n'est pas pessimiste, on est dans l'action, on essaie de... Ah, très bien, j'apprends des choses. Non, vous avez raison. On essaie de ne pas l'être. Et effectivement, on ne serait pas là. Exactement, mais on n'écrirait pas. Mais vous avez raison. L'avenir va encore plus vers l'indifférenciation, vers l'absence de limites. Les signaux ne sont pas forcément très favorables pour la défense des différences. Mais il faut continuer de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui. Et vous Deux portes de sortie possibles. On voit justement une partie, en tout cas une nette cassure, j'ai envie de dire, à droite aujourd'hui, où une partie pense que cette sortie se fera par le haut, par les élites. Je pense notamment au mouvement des Lumières sombres, qui est un mouvement élitiste et qui pense, ou en tout cas qui joue sur
la mise en place d'un système quelque part aussi un peu totalitaire, mais par contre qui serait pro-identitaire, ce genre de choses, quand d'autres pensent plutôt au réveil des peuples. C'est vrai qu'on voit un peu une ligne populiste et une ligne élitiste qui traverse un petit peu la droite en ce moment. Et moi, j'aimerais revendiquer un autre, peut-être, de nos grands chefs, qui était Jean-Marie Le Pen, et qui disait à un journaliste américain « Je suis Sitting Bull ». Vous en souvenez peut-être cet extrême qui est pas mal ressorti et qui est assez drôle. Et justement, en montrant qu'il y a cette considération identitaire qu'il faut prendre, et je pense, et moi-même je vous le dis en tant que souverainiste, qui est l'élan premier justement pour aboutir à quelque chose d'intéressant, ou en tout cas de construit politiquement. Donc c'est un des enjeux à venir. Et cette question, oui, du sitting bull français qui pourra peut-être faire des petits sitting bulls européens de libération. Là, c'est un mouvement qui est c'est un exemple qui la formule est super. Voilà, c'est le dernier Mohican. Oui. Et par contre, Bernard Lugan, qui a beaucoup analysé ces questions, disait que le devenir, vous savez, de cette colonie blanche en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, n'était pas non plus un horizon désirable pour maintes et maintes raisons, parce que justement, ça nous rend aussi très, possiblement non à l'abri de certaines violences, et notamment étatiques. Donc c'est des questions qui sont à penser, qui sont, pas faciles, et on essaie de le faire. Si vous permettez comme une petite réserve sur les lumières sombres, me semble-t-il, ça a pris beaucoup d'ampleur. Moi, je suis très sceptique. Pour moi, c'est Joseph de Maistre à Taïwan. Ils ont lu Charles Maurras, mais simplement s'ils l'appliquent à Schumpeter, un modèle économique. Je ne suis pas sûr que c'est la moindre influence sur Trump. Moi, les retours que j'ai de gens qui sont proches de la mouvance MAGA, entre autres le correspondant d'Éléments aux États-Unis, Ifan Rundle, me dit que non. En revanche, l'aristopopulisme porté par Patrick Deneen, ce genre de choses, là est beaucoup plus intéressant. C'est une synthèse, une fusion d'une élite, mais pas les lumières sombres, et d'un peuple. Peut-être que c'est ça l'avenir, vers un post-libéralisme, mais je sais que c'est votre sujet. Oui, c'est plutôt la voie sur laquelle je pense. Oui, une élite nationale avec un appui populaire pour enjamber en avant par-dessus les tombeaux les anciens corps constitués, et notamment les juges. Et on pense à notre dossier sur la remigration, les juges. Et vous, Daoud, Alors, je pense le mot de la fin ? Il faudrait réhabiliter l'universel, non pas l'universalisme, mais l'universel. Et puisqu'on parlait du mésusage du palestinisme, rappeler que le droit à l'autochtonie et le droit du sang est valable en Cisjordanie, à Gaza, comme à Paris. Oui, partout. Simplement, il ne nous est pas concédé. Ce sera le mot de la fin. Les Nations Unies ont... en 2007, de mémoire, ont décrété une charte du droit à la continuité historique des peuples autochtones et indigènes, mais ça s'applique qu'aux peuples dits premiers, pas aux peuples européens. Voilà. Retrouver. Oui, Daoud. Il faut attendre de mourir, en fait. Pour Non. Anthony l'a dit. Pessimisme, l'espérance pour les chrétiens, nous, c'est la volonté. Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Retrouvez donc en PDF sur notre site ce numéro de 1980, qui est un numéro culte, et toujours en kiosque, le numéro consacré à la remigration. Merci, messieurs, et à une prochaine fois.